Avant de devenir une science à part entière, la mécanique a longtemps été une section des mathématiques. Le mot géométrie garde les marques de ce lien profond. Géo signifie la terre et métrie, mesurer. Quand vint la mécanique, il y eut tout d'abord la mécanique statique, qui étudia les systèmes mécaniques au repos dans un système inertiel. Cette mécanique fut le premier domaine étudié avec des notions fondamentales comme l'équilibre ou les forces. Ces notions ont ensuite laissé place à la dynamique, basée sur les phénomènes qui régissent les mouvements des solides. Deux scientifiques ont apporté une immense contribution à ce domaine, Galilée avec sa théorie sur la chute des corps, et Newton avec ses célèbres lois du mouvement. Suite à l'essor de la 3D dans les jeux vidéo, les développeurs sont à la recherche d'univers toujours plus immersifs et réalistes. Pour cela, ils souhaitent modéliser le plus fidèlement possible les phénomènes naturels. Des efforts importants ont été faits ces dernières années dans deux domaines de recherche, la qualité graphique et la dynamique. La puissance des processeurs actuels permet la réalisation des calculs de la physique newtonienne en temps réel. Ainsi, il devient possible de modéliser et de visualiser le comportement des solides, voire des fluides, dans un jeu vidéo. Un nouveau type d'application est alors apparu, les moteurs physiques. Un moteur physique calcule les positions ou parfois des déformations d'objets selon des équations physiques et des propriétés intrinsèques. Notre TPE porte sur le fonctionnement des moteurs physiques, sur la manière avec laquelle et dans quelle mesure ceux-ci appliquent les lois de la physique newtonienne. Il existe bien sûr plusieurs moteurs physiques, notre choix s'est très vite tourné vers Box 2D, le meilleur qui soit pour la deuxième dimension et qui plus est, libre de droit. Nous allons tout d'abord parler des trajectoires en physique, puis dans Box 2D, et ensuite des collisions en physique en dimension 1 puis en dimension 2, et enfin dans notre programme. Nous allons tout d'abord déterminer l'équation de trajectoire de Newton, soit un projectile de centre de gravité grand G dans un repère galiléen. Les forces extérieures appliquées au système sont représentées par le vecteur P. Elles sont appliquées en grand G de direction verticale avec un sens vers le bas et une norme P égale m fois petit g. On applique la seconde loi de Newton et on en arrive à la conclusion que le vecteur petit g égale le vecteur A indice grand G. Ainsi, par projection sur OZ, on obtient les coordonnées du vecteur A indice grand G. Le vecteur A indice grand G a les coordonnées suivantes, 0 en x et en y et moins g en z. Or, on sait que vecteur A indice grand G égale d fois vecteur V indice grand G divisé par dt. On en déduit donc que vecteur V indice grand G a pour composante x égale k1, y égale k2 et z égale moins gt plus k3. Ensuite, on détermine les constantes Kn à l'aide des conditions initiales du mouvement. On sait en effet que à t égale 0 secondes, vecteur V indice A a pour composante x égale 0, y égale V indice A fois cosinus de θ, et z égale V indice A fois sinus de θ. Donc vecteur V indice grand G a pour composante x égale 0, y égale VA fois cosinus de θ, et z égale moins gt plus V indice A fois sinus de θ. En outre, vecteur V indice grand G égale d fois vecteur OG sur dt. Donc vecteur OG a pour composante x égale k4, y égale V indice A fois cosinus de θ fois t plus k5, et z égale moins 1 sur 2 fois g fois t carré plus V indice A fois sinus de θ fois t plus k6. On en conclut que à t égale 0 secondes, vecteur OG0 égale vecteur OA. Ainsi, vecteur OA a pour composante x égale 0, y égale 0 et z égale z indice A. D'où, vecteur OG a pour composante x égale 0, y égale V indice A fois cosinus de θ fois t plus 0, et z égale moins 1 sur 2 fois g fois t carré, plus V indice A fois sinus de θ fois t plus z indice A. Mais ce n'est pas encore terminé. En effet, x, y et z sont les équations horaires du mouvement. L'équation de la trajectoire, elle, ne dépend pas du temps. Donc x égale 0 équivaut à t égale y sur VA fois cosinus de θ. Ce qui implique que z égale moins 1 sur 2 fois g fois t carré plus V indice A fois sinus de θ fois t plus ZA équivaut à z égale moins 1 sur 2 fois g fois y sur V indice A fois cosinus de θ au carré
plus v indice a fois sinus de θ fois y sur v indice a fois cosinus de θ plus z indice a. On peut désormais conclure et obtenir l'équation de trajectoire qui est z égale moins 1 sur 2 fois g sur v indice a au carré fois cosinus carré de θ fois y au carré plus tangente de θ fois y plus za. Dans Box 2D, dans la fonction qui calcule les coordonnées d'un objet, on retrouve une partie qui calcule la position par rapport à la gravité et à une force appliquée. Body arrow set position of body arrow get force origin plus body arrow get force applied times dt times body arrow get step plus body arrow get step times body arrow get step plus body arrow get step over 2 times m gravity times dt. La première chose qu'on va remarquer, c'est que Box 2D calcule par nombre d'étapes depuis la dernière impulsion. Le changement de position se base sur get force origin, soit le centre de l'objet au moment où il a reçu de l'énergie. Et à chaque fois qu'on calcule ceci, l'entier get step est augmenté de 1. On calcule par étape, et ainsi il existe une fonction pour prédire où l'objet va atterrir, qui regarde la position aux étapes suivantes. Ensuite, on remarque que c'est la même formule pour la position en x et pour la position en y. Cela est dû aux variables getForceOrigin, getForceApplied et mGravity, qui sont des vecteurs, et mGravity contient la gravité du monde Box 2D. Et quand on simule notre monde réel, ce vecteur a pour composante x égale 0 et y égale moins 9,81. Donc pour la position en x, on peut ignorer ce dernier terme, car il vaut 0. La position en x augmente donc de façon linéaire au cours du temps. Par contre, pour la position en y, c'est moins clair, mais on peut le démontrer. Dans la formule, comme on travaille sur un intervalle de temps, la vitesse et la gravité sont multipliées par cet intervalle de temps. À chaque étape, la hauteur évolue en s'additionnant à la vitesse, et la vitesse évolue en s'additionnant à l'accélération. Donc la vitesse à la nème étape est la vitesse à l'étape n-1 plus l'accélération, soit la vitesse d'origine plus n fois l'accélération. Et la hauteur à la nème étape est donc la hauteur à l'étape n-1 plus la vitesse à l'étape n-1. Donc la hauteur à la nème étape est la hauteur d'origine plus la somme de toutes les vitesses jusqu'à l'étape n-1. Dans la somme de toutes les vitesses, on a n vitesses, car il y a une étape 0. Et à chaque étape m, on additionne m fois l'accélération. C'est-à-dire que le nombre de fois qu'on a additionné l'accélération à l'étape m est m facteur de m plus 1 sur 2, soit m au carré plus m sur 2. À l'étape n, la hauteur sera donc la hauteur à l'origine, plus n fois la vitesse à l'origine, plus n au carré plus n sur 2 fois l'accélération. Du coup, on pourrait également créer un monde avec une gravité latérale ou en diagonale. La même formule s'appliquerait en x. La quantité de mouvement est le produit de la masse et de la vitesse. L'énergie cinétique d'un objet est la moitié de sa masse multipliée par sa vitesse élevée au carré. L'équation de conservation de la quantité de mouvement est donc tout simplement m1 fois v1 plus m2 fois v2 égale m1 fois v1' plus m2 fois v2'. De même, l'équation de conservation de l'énergie cinétique est 1 demi m1 fois v1 au carré plus 1 demi m2 fois v2 au carré égale 1 demi m1 fois v1' au carré plus 1 demi m2 fois v2' au carré. Ces équations ne sont valables que lors de collisions parfaitement élastiques, c'est-à-dire quand toute l'énergie cinétique est conservée. La collision élastique s'oppose à la collision inélastique, pour laquelle l'énergie cinétique n'est pas totalement conservée. Les corps qui se heurtent peuvent par exemple absorber de l'énergie par une déformation plastique. Dans une collision élastique, le coefficient de restitution est donc 1, tandis qu'il est 0 dans le cas d'une collision parfaitement inélastique. Ce coefficient de restitution est noté E et s'exprime ainsi: E égale vitesse après collision sur vitesse avant collision. Ainsi, pour connaître la quantité de mouvement après collision, il suffit de multiplier la quantité de mouvement avant collision par le coefficient de restitution. Pareillement pour l'énergie cinétique.
Donc l'équation de la quantité de mouvement après collision s'exprime m1 fois v1 plus m2 fois v2 égale E facteur de m1 fois v1' plus m2 fois v2'. Et l'équation de l'énergie cinétique après collision, 1 demi de m1 fois v1 au carré plus 1 demi de m2 fois v2 au carré égale E facteur de 1 demi de m1 fois v1' au carré plus 1 demi de m2 fois v2' au carré. En combinant ces deux équations avec un peu d'algèbre, on trouve l'équation déterminant les vitesses des deux objets après collision. v1' égale E fois m2 facteur de v2 moins v1 plus m1 fois v1 plus m2 fois v2, le tout sur m1 plus m2 pour l'objet 1, et v2' égale E fois m1 facteur de v1 moins v2 plus m1 fois v1 plus m2 fois v2, le tout sur m1 plus m2 pour l'objet 2. Nous allons suivre un processus en 6 étapes pour trouver les nouvelles vitesses de deux objets après une collision. Primo, déterminons le vecteur unitaire normal et le vecteur unitaire tangent. Le vecteur unitaire normal est un vecteur qui a une norme de 1 et une direction qui est normale, c'est-à-dire perpendiculaire, à la surface des objets au niveau du point de collision. Le vecteur unitaire tangent est un vecteur qui a une norme de 1 et qui est tangent à la surface des cercles au point de collision. Le vecteur normal n a pour composante x égale x2 moins x1 et y égale y2 moins y1. Trouver le vecteur unitaire du vecteur n, que l'on appellera vecteur un, on le trouve en divisant n par sa norme, qui est la racine de sa composante en x au carré plus sa composante en y au carré. Nous avons ensuite besoin du vecteur unitaire tangent. Il s'exprime très simplement, vecteur ut égale moins vecteur un y, vecteur un x. Secundo, déterminons maintenant les vitesses scalaires des deux objets dans la direction normale et dans la direction tangentielle. Ces valeurs sont obtenues en projetant les vecteurs vitesse sur les vecteurs unitaires normaux et tangents, ce qui est fait en prenant le produit scalaire. On a donc v1n égale vecteur un fois vecteur v1, v1t égale vecteur ut fois vecteur v1, v2n égale vecteur un fois vecteur v2, et v2t égale vecteur ut fois vecteur v2. Tertio. Les vitesses des deux cercles le long de la direction normale sont perpendiculaires aux surfaces des cercles au point de collision. Nous pouvons donc reprendre les formules de collision en première dimension pour trouver les vitesses dans la direction normale après collision. On a donc v1n' égale E fois m2 facteur de v2 moins v1 plus m1 fois v1 plus m2 fois v2, le tout sur m1 plus m2. Et v2n' égale E fois m1 facteur de v1 moins v2 plus m1 fois v1 plus m2 fois v2, le tout sur m1 plus m2. Quarto. Déterminons maintenant les vitesses dans la direction tangentielle après collision. Il s'agit tout simplement des vitesses dans la direction tangentielle avant collision multipliées par le coefficient de restitution. On a donc v1t' égale v1t fois E et v2t' égale v2t fois E. Quinto, c'est presque terminé. Convertissons les vitesses scalaires dans la direction normale et dans la direction tangentielle en vecteurs. C'est très simple, il suffit de multiplier les vitesses dans la direction normale par le vecteur unitaire normal, et pareillement pour les vitesses dans la direction tangentielle que l'on multiplie par le vecteur unitaire tangent. On a donc vecteur v1n' égale v1n' fois vecteur un, vecteur v1t' égale v1t' fois vecteur ut, vecteur v2n' égale v2n' fois vecteur un, et vecteur v2t' égale v2t' fois vecteur ut. Sexto. Enfin, nous pouvons déterminer les vecteurs vitesse finaux en additionnant les composants normaux et tangents pour chaque objet. On a donc vecteur v1' égale vecteur v1n' plus vecteur v1t', et vecteur v2' égale vecteur v2n' plus vecteur v2t'. Les collisions de box 2D sont très complètes. En effet, ce moteur physique est capable de gérer des collisions avec d'autres formes comme des polygones.
Nous avons donc créé notre programme pour gérer les collisions entre deux disques en prenant en compte le coefficient de restitution, ce qui convient parfaitement à l'étude que nous effectuons. Notre programme gère les collisions entre deux disques et entre un disque et un mur. Pour gérer les collisions entre un disque et un mur, il suffit de vérifier si la position du disque dépasse la limite du mur. S'il s'agit d'une collision entre un disque et le mur du haut ou du bas, on remplace la vitesse en Y par son opposé. S'il s'agit d'une collision entre un disque et le mur de droite ou de gauche, on remplace la vitesse en X par son opposé. Pour gérer les collisions entre disques, on repère s'il y a une collision entre deux disques avec le théorème de Pythagore. D égale racine de delta y au carré plus delta x au carré. Et si D est inférieur à la somme des rayons des disques, alors il y a collision. Quand il y a collision, on applique la formule que l'on vient d'expliquer à la lettre. Mais en se limitant à cela, on aura un grand problème. Les disques pourraient se rentrer dedans et même rester coincés à un certain moment. Cela est dû au fait qu'on ne vérifie les collisions qu'après des intervalles de temps non nuls. Ce cas est trop fréquent pour être ignoré, même pour un programme se permettant de s'éloigner beaucoup des lois physiques. Pour résoudre ce problème, il existe une solution classique, elle est utilisée par Box2D. Il va essayer de faire reculer les disques de leur vitesse fois un même coefficient de temps, qui est le temps qui s'est passé depuis que les disques étaient tangents. On cherche donc quand la racine de P1x moins V1x fois t, moins P2x moins V2x fois t au carré, plus P1y moins V1y fois t, moins P2y moins V2y fois t au carré, égale R1 plus R2. Ce calcul est assez complexe, alors Box2D calcule en 4 étapes similaires, où il prend t vaut la moitié du temps d'itération pour la première étape, puis si l'équation est supérieure à R1 plus R2, on retire un quart du temps d'itération, et si l'équation est supérieure à R1 plus R2, on ajoute à t un quart du temps d'itération, ensuite avec un huitième et un 16e. On a donc un t qui se rapproche de la réalité, mais qui n'est rigoureusement pas le bon. Notre programme, lui, ne fonctionne pas ainsi. La méthode de Box2D demande beaucoup d'instructions, et surtout des racines carrées, qui sont très gourmandes en temps d'exécution, à l'échelle d'une instruction informatique. Nous avons donc créé une autre solution pour résoudre le problème d'enchevêtrement des disques. Quand deux disques entrent en collision, on stocke dans le premier disque le numéro du deuxième, pour ne plus avoir à gérer la collision entre ces deux disques. Ensuite, quand on teste les collisions entre les deux disques, si les deux disques ne sont plus en collision, alors on supprime le numéro du deuxième disque dans le premier. Ainsi, on recalculera les collisions dès qu'ils seront à nouveau en contact. Cette méthode a un gros défaut, il arrive que les disques se rentrent dedans et qu'ils restent l'un dans l'autre sur une longue distance. De plus, notre gain de puissance n'a presque aucun intérêt sur des collisions si simples, mais il servait à montrer un exemple de méthode informatisée simple pour économiser de la puissance afin de comprendre ce principe. Pour ce qui est du coefficient de restitution, nous nous contentons de faire la moyenne des coefficients de restitution des deux disques alors que celui-ci est en physique newtonienne inhérent à chaque combinaison de matériaux. Par exemple, une boule d'acier qui subit une collision avec une autre boule d'acier provoquera un coefficient de restitution de 0,95. Les moteurs physiques sont très puissants et permettent de modéliser fidèlement des phénomènes de la physique classique. Ainsi, offre-t-il un paradigme plus que satisfaisant. D'ailleurs, sont-ils utilisés massivement dans les jeux vidéo et les simulations scientifiques? Leur efficacité provient de l'utilisation des équations de la physique newtonienne, possible grâce à leur adaptation à l'informatique, entraînant parfois des modifications. Cependant, ils ont des limites qui sont principalement dues au handicap qu'apporte un informatique fonctionnant par paquets, par étapes, et n'étant pas continu et fluide comme les phénomènes physiques qu'a voulu théoriser Newton. De ce fait, ceux-ci doivent utiliser une importante force de calcul pour parer à ces inconvénients, en étant parfois obligés de recalculer et de replacer des objets aux endroits adéquats pour éviter ce qu'on appelle des effets tunnels. Ainsi, utilisent-ils parfois des approximations afin d'optimiser la vitesse de calcul. En outre, ce que nous avons étudié n'est qu'une fine partie de toutes les fonctionnalités que propose Box2D, capable de gérer les mouvements des solides dans de l'eau, des collisions entre plusieurs objets à la fois qui peuvent être des polygones tout à fait irréguliers. Devant la complexité de la théorie physique qui se cache derrière au regard de l'étude déjà, nous le pensons et l'espérons, assez poussée et approfondie, il est fort possible que les moteurs physiques usent d'encore plus d'artifices afin d'optimiser leur vitesse de calcul ou modifient à l'instar des trajectoires les formules de la physique newtonienne dans un souci d'adaptation à l'informatique.
L'importante nécessité de ressources demandées est la principale cause au fait que les moteurs physiques ne se soient perfectionnés et ne continuent de se perfectionner que depuis quelques années, face à l'explosion de la puissance des processeurs et de la quantité de mémoire vive. Face à la demande toujours plus croissante de réalisme et à l'accès d'un nombre toujours plus croissant de personnes à ces ressources en constante évolution, on peut penser, espérer et escompter que d'ici quelques années, la lourde responsabilité et l'immense honneur qu'incombent aux développeurs vont les conduire à donner la priorité à une rapide élaboration des problèmes auxquels les moteurs physiques continuent de se heurter depuis de nombreuses années. Cette présentation est maintenant terminée. Vous pouvez sortir les enfants des placards et les vieux de sous le tapis.